Quand Bruce Lee est mort en 1973, Hollywood n'a pas pleuré. Hollywood a paniqué. Enter the Dragon venait de rapporter 70 millions de dollars à travers le monde et les studios se retrouvaient face à des contrats de suite, des accords internationaux et des projections de profit qui n'avaient soudainement plus de visage pour les porter. En quelques semaines, la chasse avait commencé. La chasse à quelqu'un, n'importe qui, capable de combler ce vide. Ce qui a suivi est l'une des campagnes les plus désespérées, les plus exploiteurs et les plus vaines de toute l'histoire du cinéma. Et plus il cherchait à le remplacer, plus il démontrait qu'il était irremplaçable. Abonnez-vous et laissez un commentaire, on a beaucoup à vous raconter. Chapitre 1. Le vide. Le 20 juillet 1973. Bruce Lee s'effondre dans l'appartement hongkongais de l'actrice Betty Ting Pei après avoir avalé un analgésique contre un mal de tête. Quand l'ambulance traverse les rues à toute allure, il est déjà parti. Œdème cérébral. Les médecins parlent d'une réaction hypersensible à un médicament appelé Equagesic. Il avait 32 ans, au sommet absolu de ses capacités physiques, et Enter the Dragon était encore en cours de montage dans les salles de coupe de Warner Bros. La nouvelle frappe Hong Kong comme une bombe. Des milliers de personnes bordent les rues lors de la procession funèbre. Mais à Hollywood, la réaction n'est pas le deuil, c'est la panique. Quand Enter the Dragon sort en salle 6 semaines plus tard, c'est un séisme culturel que personne n'avait anticipé. 70 millions de dollars à l'échelle mondiale pour un budget inférieur à 1 million. Le premier film de kung-fu hongkongais, produit par un grand studio hollywoodien, Warner Brothers. Le premier a donné à un homme asiatique le rôle principal sans en faire un vilain, un faire-valoir ou une caricature comique. Bruce Lee avait défoncé une porte que Hollywood maintenait verrouillée depuis des décennies. Il avait prouvé qu'un acteur principal asiatique pouvait dominer le box-office mondial. Et maintenant, il était mort. La panique qui s'est ensuivie n'avait rien à voir avec l'art ou le legs. Elle concernait l'argent. De l'argent froid et dur qui s'évaporait à vue d'œil. Warner Brothers avait déjà donné le feu vert à une suite avec un budget 3 fois supérieur à l'original. Le studio Golden Harvest de Raymond Chow à Hong Kong avait 3 autres films de Bruce Lee en développement, avec des plannings de tournage et des lieux déjà réservés. Les distributeurs à travers l'Asie, l'Europe et l'Amérique avaient construit des calendriers de sortie entiers autour de la marque Bruce Lee. Les propriétaires de salles appelaient quotidiennement, implorant plus de copies, plus de films, plus de quoi que ce soit avec ce visage sur l'affiche. Mais il n'y avait plus de Bruce Lee. L'industrie faisait face à un problème qu'elle n'avait jamais rencontré. Bruce n'était pas simplement un acteur qu'on pouvait remplacer par un autre beau visage. C'était une philosophie faite chair. Son style de combat, le Jeet Kune Do, était sa propre création. Quelque chose qu'il avait passé des années à développer en étudiant tout, de la boxe occidentale au Wing Chun en passant par l'escrime. Sa présence à l'écran combinait l'impossible physique avec un danger authentique. Quand Bruce combattait à l'écran, le public croyait que chaque coup pouvait réellement tuer quelqu'un parce que c'était vrai. Il ne simulait pas avec des effets spéciaux et des cascadeurs. C'était une vitesse réelle, une puissance réelle, une violence réelle à peine contenue par le cadre de la caméra. Il avait passé des années à essayer de percer à Hollywood, à proposer des séries, à enchaîner les réunions où les dirigeants souriaient poliment et optaient pour des choix plus sûrs. The Green Hornet en avait fait le sidekick d'un héros blanc. Kung Fu, la série télévisée qu'il avait conçue et contribué à développer, était allée à David Carradine, un acteur blanc avec une formation minimale en arts martiaux. Le raisonnement d'Hollywood était d'une brutalité simple. Les audiences américaines n'accepteraient pas un homme asiatique dans le rôle principal. Il était trop chinois pour le public américain et pas assez chinois pour les stéréotypes hollywoodiens traditionnels. Alors, Bruce était retourné à Hong Kong et était devenu la plus grande star du monde de toute façon, sans la permission d'Hollywood. C'est ça qui rendait sa mort si catastrophique pour l'industrie. Il ne l'avait pas construit, il l'avait rejeté à répétition. Et quand il était devenu immense malgré eux, conquérant l'Asie et l'Europe avant de forcer son retour dans les salles américaines, ils avaient été contraints d'admettre qu'ils avaient tort. Enter the Dragon était censé être le début d'un Hollywood enfin capable de comprendre ce que Bruce Lee représentait. Une nouvelle ère où les acteurs asiatiques pouvaient être des héros.
Au lieu de ça, c'était devenu une fin. Et Hollywood étant Hollywood, il s'était immédiatement mis à chercher un remplaçant bon marché plutôt que d'accepter d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable. Chapitre 2. Les clones. L'exploitation a commencé avant même que le corps de Bruce soit refroidi. À Hong Kong, à Taïwan et dans toute l'Asie du Sud-Est, les producteurs flairaient une opportunité qui les faisait saliver. Bruce Lee était parti. Mais la demande pour ces films, elle, était infinie. La solution était évidente et totalement éhontée. Ils allaient se créer de nouveaux Bruce Lee. En quelques mois, les salles à travers l'Asie étaient inondées de films mettant en vedette Bruce Lee, Bruce Le, Bruce Leong, Bruce Tai, Bruce Lee et Dragon Lee. Ce n'étaient pas des hommages ou des tribus, c'était des imitations délibérées conçues pour faire croire au public qu'il regardait l'original. Bruce Lee, dont le vrai nom était Ho Chung-tao, devint le clone le plus prolifique. Il avait la coupe de cheveux, la combinaison jaune de Game of Death et avait étudié les manières de Bruce jusqu'à pouvoir reproduire ce geste pointé du doigt et ce hochement de tête arrogant. Ces films avaient des titres comme Exit the Dragon, Enter the Dragon's Feast et Feast of Fury 2. Le marketing était conçu pour semer la confusion. Les affiches représentaient Bruce Lee dans des poses identiques aux images iconiques de Bruce Lee. Bruce Lee alla encore plus loin. Il joua dans The Clones of Bruce Lee, un film si outrageusement exploiteur qu'il reconnaissait littéralement ce qu'il faisait. L'intrigue impliquait 3 clones de Bruce Lee créés par le gouvernement. Le métacommentaire était involontaire. Ses producteurs essayaient réellement de cloner Bruce Lee. Mais l'exemple le plus troublant vint de Game of Death lui-même. Quand Bruce mourut, il n'avait filmé qu'environ 30 minutes de séquence pour le film. L'intrigue impliquait un artiste martial se battant à travers une pagode, affrontant un adversaire différent à chaque étage. Bruce avait tourné la finale incroyable, le combat en combinaison jaune contre Karim Abdul-Jabbar. Mais le reste du film n'existait pas. Golden Harvest aurait pu ranger ça dans un tiroir. À la place, ils firent quelque chose de macabre. Ils engagèrent un sosie de Bruce Lee, le vêtirent de lunettes de soleil et d'une fausse barbe pour dissimuler son visage, et tournèrent l'intégralité du film autour de lui. Ils utilisèrent en même des images des véritables funérailles de Bruce, les intégrant au film comme si le personnage était mort. Ils prirent l'œuvre finale d'un homme mort et la transformèrent en film d'exploitation avec une doublure. Quand le public comprit ce qu'ils avaient à d'effet, le retour de bâton fut immédiat. Mais ça n'avait aucune importance. Game of Death fit des millions de dollars quand même. La demande était aussi forte que ça. Ces films de clones suivaient une formule. Commencer par une scène de sosie de Bruce Lee ou une révélation de masque. Remplir le milieu avec une chorégraphie de combat bon marché. Finir avec le clone vainquant des vilains japonais ou des criminels occidentaux. Les combats étaient compétents mais sans vie. Les acteurs pouvaient se battre, mais ils ne pouvaient pas faire ce que Bruce faisait. Parce que la puissance de Bruce Lee n'était pas seulement une technique physique, c'était l'intensité. Quand il combattait, on croyait qu'il était personnellement offensé par l'existence de son adversaire. Ses yeux brûlaient de quelque chose que les clones ne pouvaient pas simuler. Il pouvait copier ses mouvements, porter ses vêtements, se couper les cheveux de la même façon. Mais il ne pouvait pas fabriquer sa rage, sa philosophie, sa conviction absolue qu'il allait vous détruire. Le phénomène des clones dura jusqu'à la fin des années 70, produisant des dizaines de films qui faisaient de l'argent rapidement et disparaissaient aussitôt. Aujourd'hui, ce sont des curiosités oubliées, regardées ironiquement par les historiens du cinéma d'arts martiaux. Mais à l'époque, elles représentaient quelque chose de plus sombre. Hollywood et l'industrie cinématographique de Hong Kong regardèrent la mort de Bruce Lee et virent du profit, pas une tragédie. Ils essayèrent de reproduire en masse ce qui le rendait spécial. Et ce faisant, ils prouvèrent qu'ils n'avaient jamais compris ce qu'ils avaient perdu. Chapitre 3. Les sauveurs blancs. Pendant que Hong Kong fabriquait des clones, Hollywood avait une solution différente au problème Bruce Lee. Ils revinrent à ce qui avait toujours fonctionné pour eux, ce qui avait toujours été sûr, ce qui avait toujours protégé leur confort et leur profit. Des types blancs. David Carradine devint le bénéficiaire le plus visible de la mort de Bruce. L'ironie était parfaite et révoltante. Kung Fu, la série télévisée que Bruce avait proposée et contribué à développer, était allée à Carradine en 1972. Le raisonnement du réseau était direct. Les audiences américaines n'accepteraient
Pas un homme asiatique dans le rôle principal d'un western, même si ce western parlait de philosophie chinoise et d'arts martiaux. Bruce avait été furieux. Il avait créé le concept à partir de ses propres expériences. Il avait démontré les arts martiaux devant les caméras pour les dirigeants du réseau. Il avait expliqué la philosophie tirée de sa propre formation et de son étude du taoïsme et du bouddhisme. Il avait essentiellement auditionné pour un rôle qu'il avait inventé. Mais Hollywood ne pouvait pas voir au-delà de son visage. Alors, il l'avait dit donner à Carradine, un acteur blanc avec une formation minimale en arts martiaux, qui devait être doublé pour la plupart des scènes de combat et dont le kung-fu ressemblait à de la danse interprétative au ralenti. Quand Bruce mourut, kung-fu tournait encore à plein régime, attirant d'énormes audiences sur ABC. Et soudainement, Carradine était positionné comme l'héritier du trône de Bruce, même s'il avait volé le siège avant que Bruce ait jamais eu la chance de s'y asseoir. Les articles de magazines l'appelaient le plus grand artiste martial de la télévision. Les talk shows le faisaient venir pour démontrer la philosophie du kung-fu comme s'il l'avait découverte lui-même. La série dura jusqu'en 1975 et propulsa Carradine dans une longue carrière jouant des artistes martiaux, des mystiques et des personnages à connotation asiatique, jouant même un personnage mi-chinois dans Kill Bill des décennies plus tard. Le message était clair: Hollywood préférait un homme blanc déguisé à un véritable maître des arts martiaux asiatiques. Il préférait un faux asiatique à un vrai. Chuck Norris représentait un autre type de tentative de remplacement. Il avait réellement combattu Bruce dans La Voix du Dragon et perdu spectaculairement dans ce qui est considéré comme l'une des plus grandes scènes de combat jamais filmées. Cette confrontation au Colisée où Bruce démolissait méthodiquement Norris était devenue iconique. Mais Norris était un vrai champion du monde de karaté à 6 reprises, un combattant légitime. Une vraie dureté forgée dans les rings de compétition à travers l'Amérique. Après la mort de Bruce, la carrière de Norris explosa. Good Guys Wear Black en 1978 rapporta plus de 18 millions de dollars. A Force of One en 1979 engrangea des chiffres similaires. Les studios qui avaient rejeté Bruce pour être trop asiatique, qui lui avaient dit que les audiences américaines ne l'accepteraient pas, n'avaient soudainement aucun problème avec les films d'arts martiaux, du moment que la star était un Américain blanc avec un accent traînant et un drapeau qui flottait quelque part en arrière-plan. Norris essaya même de se distancer de l'ombre de Bruce tout en bénéficiant simultanément de lui. Dans ses interviews, il soulignait que son style de combat était différent, plus réaliste, plus ancré dans le sol. Il faisait remarquer que Bruce faisait du cinéma pendant que lui pratiquait la vraie compétition, comme si Bruce n'avait pas combattu dans de vrais matchs avant Hollywood. C'était subtil, mais l'implication était là. Bruce, c'était du spectacle et de la chorégraphie. Norris, c'était de la substance et de la technique légitime. Le problème, c'est que le public savait mieux. Norris était un grand combattant et une star d'action compétente. Personne ne pouvait lui enlever ça. Mais il bougeait comme un champion de karaté, technique et contrôlé. Chaque technique tirée du manuel. Bruce bougeait comme de la foudre donnée forme humaine, comme de la violence chorégraphiée par la physique elle-même. Norris avait les muscles, la discipline et un mur de trophées de tournoi. Bruce avait quelque chose au-delà du physique, une présence à l'écran qui vous empêchait de regarder ailleurs. Qui vous faisait croire qu'il pouvait traverser les murs si les murs avaient l'audace de se mettre en travers de son chemin? Hollywood continuait à pousser des artistes martiaux blancs parce que c'est ce qu'ils comprenaient. C'est ce qui les mettait à l'aise. Ils pensaient que le succès de Bruce Lee était lié au fait que le kung-fu était à la mode, que les coups de pied et de poing avaient l'air cool à l'écran. Ils rataient tout ce qui importait vraiment. Ils rataient le fait que son succès était lié à un homme chinois qu'on laissait être le héros pour la première fois dans le cinéma américain. C'était une question de représentation, de fierté, de regarder quelqu'un qui vous ressemblait détruire tous ceux qui le sous-estimaient. On ne remplace pas ça avec un type blanc en J, peu importe le nombre de championnats du monde qu'il a remporté. Chapitre 4. Les vrais prétendants. Jackie Chan avait 20 ans quand Bruce Lee mourut. Il avait travaillé comme cascadeur sur Enter the Dragon et Fist of Fury, encaissant des coups brutaux pour faire paraître Bruce invincible à l'écran, projeté à travers des murs, frappé au visage, sacrifiant son corps pour que Bruce puisse être imbattable devant la caméra. Quand Golden Harvest se mit désespérément à chercher la prochaine grande chose, ils regardèrent Jackie et virent du potentiel. Jeune, athlétique, formé depuis l'enfance à l'école d'opéra de Pékin.
Il pouvait faire le travail. Ils commirent alors une erreur catastrophique. Ils essayèrent de le transformer en Bruce Lee. New Fist of Fury, en 1976, casta Jackie dans le rôle d'un artiste martial sérieux et vengeur assoiffé de sang. Ils le vêtirent de vêtements similaires à ceux de Bruce. Ils lui dirent d'être en colère, d'être intense. Ils voulaient qu'il soit sombre, qu'il projette cette intensité dangereuse que Bruce avait maîtrisée, ce regard dans ses yeux qui promettait la violence. Mais Jackie n'était pas Bruce. Il n'avait pas cette rage brûlante qui mijotait sous la surface. Il était naturellement comique, acrobatique, joueur. Ses instincts le poussaient à faire rire les gens, pas à les faire peur. Le film se planta. Le public resta chez lui. Les critiques furent impitoyables. Alors Golden Harvest essaya à nouveau avec Shaolin Wooden Men. Même ton sérieux, même tentative de canaliser l'énergie de Bruce. Autre échec. Puis ils essayèrent encore avec To Kill with Intrigue. Autre bide. Pendant des années, Jackie Chan fut considéré comme un raté parce que les producteurs de Hong Kong et d'Hollywood continuaient à le forcer dans le moule de Bruce. Ils voyaient un artiste martial et pensaient simplement le faire agir comme Bruce. Ils ne comprenaient pas que ce qui rendait Bruce spécial ne pouvait pas être copié ou transféré dans un autre corps. Jackie était malheureux, il regardait ses films et se voyait essayer d'être quelqu'un d'autre. Il lisait des critiques le traitant de pâle imitation, d'ersatz de Bruce Lee. Le poids de ses comparaisons l'écrasait. Il commença à douter s'il avait sa place dans le cinéma. Ce n'est que lorsque Jackie dit non et créa sa propre identité que tout changea. Le maître chinois en 1978, Snake in the Eagle's Shadow la même année. Des films où il pouvait être drôle, où il pouvait encaisser des coups et continuer à se battre avec un sourire idiot, où il pouvait montrer sa personnalité au lieu d'essayer de canaliser la rage de quelqu'un d'autre. Le changement fut immédiat et stupéfiant. Le public adorait cette version de Jackie. Le type qui se faisait tabasser mais ne lâchait jamais. Le type qui utilisait la boxe de l'homme ivre et faisait ressembler le combat à de la comédie acrobatique. Jackie devint une star massive en étant l'opposé de Bruce Lee. Là où Bruce était sérieux, Jackie était comique. Là où Bruce faisait paraître le combat sans effort, comme s'il peinait à peine, Jackie le faisait paraître douloureux, drôle et réel. Là où Bruce projetait l'invincibilité, Jackie projetait la vulnérabilité. Il saignait, il se blessait, il montrait des bêtisiers de ses cascades ratées. Il était humain d'une façon que Bruce ne s'était jamais permis d'être à l'écran. Dans des interviews des décennies plus tard, Jackie fut d'une honnêteté brutale. Tout le monde voulait que je sois Bruce Lee. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé, mais je ne suis pas Bruce Lee. Je suis Jackie Chan. Et c'est bien ainsi. Jet Li fit face à la même pression quand il explosa sur la scène avec Shaolin Temple en 1982. Il avait 17 ans, déjà 5 fois champion national de Wushu, se déplaçant avec une grâce qui semblait impossible pour un corps humain. Les médias l'appelèrent immédiatement le nouveau Bruce Lee. Il avait la vitesse, la puissance, les références en arts martiaux encore plus impressionnantes que le palmarès compétitif de Bruce. Mais Jet comprit ce que Jackie avait appris à la dure. On ne peut pas remplacer Bruce Lee, on peut seulement être soi-même. Jet se tailla son propre espace en jouant des héros historiques et des guerriers justiciers. Wong Fei-hung, Fong Sai-yuk, des personnages ancrés dans l'histoire et la mythologie chinoise. Son style de combat était différent, plus gracieux, plus traditionnel. Bruce improvisait et s'adaptait, bousculant les règles. Jet performait avec précision et beauté, honorant les formes classiques. Jackie et Jet réussirent aux deux en rejetant le récit du remplacement. Mais ce rejet eut un coût. Ils passèrent des années à s'entendre dire qu'ils n'étaient pas assez bons parce qu'ils n'étaient pas Bruce. Ils durent travailler 2 fois plus dur pour établir leurs propres identités tout en portant le poids de comparaisons constantes. Chaque interview, chaque critique, chaque campagne de marketing mentionnait Bruce Lee. Le fardeau d'être le prochain. Bruce Lee détruisit certaines carrières avant même qu'elles commencent. D'innombrables artistes martiaux furent signés sous contrat à Hong Kong, Taïwan et Hollywood. On leur donna une seule chance d'être la prochaine grande chose et ils furent jetés quand ils ne parvinrent inévitablement pas à égaler des attentes impossibles. Des noms que personne ne se rappelle aujourd'hui. Des combattants talentueux qui auraient peut-être bâti des carrières solides s'ils avaient été autorisés à être eux-mêmes
plutôt que d'être mesuré à l'aune d'un fantôme. Parce que voici la vérité qu'Hollywood refusait d'accepter. Bruce Lee n'était pas simplement talentueux, il était une convergence en un seul siècle de compétences, de charisme, de philosophie, de timing et de moments culturels. Il était la bonne personne au bon moment, disant des choses dont le monde avait besoin d'entendre, défonçant des portes qui devaient être détruites. On ne remplace pas ça. On avance et on laisse les autres créer leur propre legs. Chapitre 5. La tragédie de Brandon. Si quelqu'un avait une prétention légitime à être le successeur de Bruce Lee, c'était son fils. Brandon Lee avait 8 ans quand son père mourut. Il grandit dans l'ombre de Bruce, regardant ses films de manière obsessionnelle, entendant les histoires, ressentant le poids d'un héritage qu'il n'avait pas choisi. Pendant des années, Brandon résista aux arts martiaux et à la comédie. Il voulait être sa propre personne, mais l'attraction était trop forte. La même chose qui avait animé son père l'animait. Au début de la vingtaine, Brandon s'entraînait sérieusement et poursuivait des rôles d'acteur. Alors, Hollywood ne vit qu'une chose, le fils de Bruce Lee. Le marketing s'écrivait tout seul. Les premiers films de Brandon, Kung Fu, L'Héritage, Legacy of Rage, Showdown in Little Tokyo, étaient compétents mais sans éclat particulier. Il était bon mais il n'était pas Bruce. Les comparaisons étaient constantes et cruelles. Les critiques écrivaient des choses comme il montre des promesses mais manque de l'intensité de son père, ou acceptable mais pas légendaire. Brandon ressentait la pression qui l'étouffait. Dans des interviews, il essayait de se distinguer. Je n'essaie pas d'être mon père, j'essaie de l'honorer en étant moi-même. Mais l'industrie ne le laissait pas faire. Puis vint Rapid Fire en 1992. Brandon avait 27 ans, le même âge que Bruce lors du tournage de The Big Boss. Le film était un solide film d'action qui montrait Brandon trouvant enfin sa propre voie. Il bougeait différemment de Bruce, plus fluide, moins explosif. Sa présence à l'écran était plus discrète mais captivante. Pour la première fois, les gens commençaient à voir Brandon Lee plutôt que le fils de Bruce Lee. Puis vint The Crow. Le rôle était parfait pour Brandon, un fantasme de vengeance sombre et poétique sur un musicien assassiné revenant d'entre les morts. Ce n'était pas un film de kung-fu, ce n'était pas une tentative d'être Bruce Lee, c'était Brandon créant quelque chose d'entièrement personnel. Le 31 mars 1993, 8 jours avant la fin prévue du tournage, Brandon était en train de filmer une scène où son personnage se fait tirer dessus. Le pistolet était censé tirer à blanc, mais un fragment d'une scène précédente s'était logé dans le canon. Quand le coup de feu retentit, il devint une vraie balle. Brandon Lee mourut à 28 ans, un an de moins que son père. Les parallèles étaient impossibles à ignorer. Tous deux moururent au sommet de leur potentiel. Tous deux laissèrent des films inachevés qui devinrent leurs œuvres finales. Tous deux privèrent le monde de ce qui aurait pu être. The Crow fut terminé grâce à des cascadeurs et des effets numériques. Il devint un film culte et montra au monde ce qu'Hollywood avait perdu. Brandon avait finalement émergé de l'ombre de son père juste à temps pour y mourir. L'histoire ne se répéta pas seulement. Elle formula la même blague cruelle 2 fois. Chapitre 6. La formule qui a échoué. Alors pourquoi toutes les tentatives de remplacer Bruce Lee ont-elles échoué? Pourquoi Hollywood ne pouvait-il pas en fabriquer un autre? Parce qu'il cherchait à résoudre le mauvais problème. Hollywood regardait Bruce Lee et voyait des éléments de surface. Type chinois, arts martiaux, films d'action, il pensait que s'il trouvait un autre artiste martial chinois et le mettait dans des films d'action, ils obtiendraient les mêmes résultats. Il ratait tout ce qui importait vraiment. L'attrait de Bruce Lee n'était pas seulement le fait qu'il savait se battre. Beaucoup de gens savaient se battre. Son attrait résidait dans le fait qu'il était indéniablement lui-même dans une industrie qui demandait aux hommes asiatiques de s'excuser d'exister. Quand Bruce combattait à l'écran, il combattait des décennies de stéréotypes Fu Manchu, de représentation des hommes asiatiques comme asexués, serviles ou mauvais. Chaque coup était un doigt d'honneur à un système qui avait essayé de le maintenir petit. On ne peut pas fabriquer ça, on ne peut pas l'enseigner dans un cours d'art dramatique. Les clones avaient les mouvements, mais pas la signification. Les artistes martiaux blancs avaient les compétences, mais pas le poids culturel. Même les véritables stars d'arts martiaux asiatiques qui vinrent après durent créer leurs propres identités parce que copier l'intensité de Bruce sans son contexte n'était que mimétisme vide.
Hollywood avait également fondamentalement mal compris ce qui rendait le style de combat de Bruce spécial. Ils pensaient que ça avait l'air cool, alors ils essayèrent de copier l'esthétique, la combinaison jaune, les nunchakus, les coups de pied en hauteur, mais la philosophie de combat de Bruce consistait à éliminer le superflu et à ne garder que ce qui fonctionne. Le Jeet Kune Do était personnel, adaptatif, honnête. C'était l'opposé de copier le style de quelqu'un d'autre. Les studios voulaient une formule qu'ils pouvaient répéter. Bruce Lee était le rejet des formules. Et il y avait autre chose, quelque chose de plus profond qu'Hollywood ne pouvait pas toucher. Bruce Lee représentait la possibilité. Pour les audiences asiatiques, notamment les hommes asiatiques, c'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un qui leur ressemblait être indéniablement puissant, désirable et héroïque dans le cinéma américain. Il avait rendu acceptable d'être fier d'être asiatique. On ne remplace pas ça en trouvant un autre artiste martial et en lui donnant un contrat de film. Ce moment, cette percée culturelle n'arrive qu'une seule fois. Chaque tentative de trouver le prochain Bruce Lee échoua parce qu'il ne pouvait y avoir de prochain Bruce Lee. Il était un moment singulier dans l'histoire. La bonne personne avec les bonnes compétences au bon moment, brisant les bonnes barrières. La tragédie est qu'Hollywood n'avait jamais eu besoin de le remplacer. Ils avaient besoin d'apprendre de lui et d'ouvrir des portes à davantage d'acteurs asiatiques pour raconter leurs propres histoires. Mais ça aurait nécessité un vrai changement au lieu de simplement trouver un autre visage à exploiter. Chapitre 7. La prise de conscience moderne. 52 ans après sa mort, l'influence de Bruce Lee n'a pas diminué. Si quoi que ce soit, elle a grandi. Les combattants modernes de l'UFC, d'Anderson Silva à Conor McGregor, citent Bruce comme une influence. Ils étudient de ses méthodes d'entraînement, sa philosophie d'être comme l'eau, son accent sur l'adaptabilité plutôt que sur la tradition rigide. Ce qui était rejeté comme du cinéma de combat dans les années 70 est maintenant reconnu comme en avance sur son temps. Hein. Le cinéma d'action court encore après l'énergie que Bruce apportait aux scènes de combat. Matrix emprunta sa philosophie et ses esthétiques de combat. Kill Bill lui rendit hommage avec la combinaison jaune. Shang-Chi offrit enfin aux héros d'arts martiaux asiatiques le traitement à grand budget que Bruce n'eut jamais. Mais voici ce qui prouve vraiment l'échec d'Hollywood. Dans les décennies depuis la mort de Bruce, pas un seul acteur, asiatique ou autre, n'a accompli ce qu'il a fait. Il n'y a pas eu d'autre artiste martial qui a transcendé le genre pour devenir une véritable icône mondiale. Pas seulement célèbre, mais culturellement significatif. Jackie Chan s'en est le plus approché, mais même Jackie bâtit sa carrière en étant explicitement non Bruce. Il dut créer un modèle entièrement différent pour réussir. Le vide en forme de Bruce Lee dans le cinéma ne fut jamais comblé. À la place, il devint un rappel de ce que l'industrie perdit en ne le soutenant pas quand il était vivant. Réfléchissez. Bruce passa des années à essayer de percer à Hollywood. Il proposa des séries, prit des réunions, démontra ses compétences. Ils le rejetèrent encore et encore. Quand il devint enfin énorme à Hong Kong, il vint ramper. Enter the Dragon était censé être le début d'Hollywood enfin sur la bonne voie. Un film. C'est tout ce qu'ils lui donnèrent avant qu'il meure. Imaginez si Bruce avait vécu. Imaginez 10 années de plus de films de Bruce Lee. Pas seulement des films de kung-fu, mais toute la gamme qu'il voulait explorer. Il avait parlé de faire un film où il ne se battait pas du tout, où il pouvait jouer. Il voulait sortir de la boîte des arts martiaux dans laquelle Hollywood essayait de l'enfermer. Nous n'avons jamais pu voir ce que Bruce Lee aurait pu devenir parce que Hollywood gaspilla des années qu'il n'avait pas. Et quand ils essayèrent de le remplacer, ils prouvèrent qu'ils n'avaient rien appris. Ils cherchaient encore des éléments de surface à exploiter plutôt que de comprendre ce qui le rendait spécial. Aujourd'hui, il y a un peu de Bruce Lee dans chaque film d'action qui met en scène un artiste martial. Il est dans la chorégraphie des combats, dans la philosophie que les héros citent, dans l'idée même que les arts martiaux peuvent être cinématographiques. Mais il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. Pas parce que personne n'a la compétence. Beaucoup de gens ont la compétence. Mais parce que ce moment où un homme défonça la porte pour toute une communauté et montra au monde ce qu'il manquait, ça n'arrive qu'une seule fois. Hollywood essaya de remplacer Bruce Lee avec des clones, avec des acteurs blancs, avec son propre fils. Chaque tentative échoua parce qu'ils essayaient de résoudre un problème qui ne pouvait pas être résolu. Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial ou une star d'action. C'était une révolution culturelle qui se trouvait connaître le kung-fu.
On ne fabrique pas ça. On peut seulement le reconnaître quand il apparaît et le soutenir pendant qu'on en a la chance. Hollywood ne l'a pas fait. Et 52 ans plus tard, ils vivent encore avec cet échec. Le trône vide reste vide, et il le restera toujours. Si cette histoire vous a captivé autant qu'elle nous a captivés en la racontant, alors abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laissez un like, partagez avec quelqu'un qui mérite de découvrir ce genre d'histoire et dites-nous en commentaire, selon vous, qui s'en est le plus approché. Qui a failli combler ce vide que Bruce Lee a laissé derrière lui? On vous lit et on vous répond.